Amis, prenez place et installez-vous confortablement. Chapitre 1er. Influence sociale. Introduction. Traditionnellement, l'influence sociale est définie comme le processus par lequel les attitudes et les comportements sont influencés par la présence réelle ou imaginaire d'autres personnes. Les psychologues sociaux ont distingué 3 formes d'influence sociale: la conformité, le conformisme et l'obéissance. Le premier, la conformité, a été défini comme un type particulier de réponse, l'acquiescement, à un type particulier de communication, une demande. La conformité est définie comme l'acte de changer son comportement pour s'adapter aux réponses des autres, et l'obéissance comme un changement de comportement produit par les ordres d'une autorité. L'influence sociale a fait l'objet de nombreux travaux et dans le présent chapitre, nous ne pouvons qu'effleurer la variété des recherches qui ont cherché à aborder la conformité, le respect et l'obéissance. Pour cette raison, nous nous concentrons sur certaines des études les plus influentes, afin d'examiner les réactions critiques à ce domaine de recherche et les alternatives proposées par les psychologues sociaux critiques. En particulier, nous suggérons qu'en examinant la manière dont les gens utilisent le langage, nous pouvons refondre ce que nous entendons par influence sociale. Conformité. Il existe une vaste littérature explorant l'efficacité de diverses techniques pour obtenir la conformité. Certaines des études les plus influentes dans ce domaine ont porté sur ce que l'on appelle la technique du pied dans la porte et la technique de la porte dans le visage. Friedman et Fraser, en 1966, ont montré que le fait de faire précéder une demande d'une demande initiale plus modeste augmente la conformité à la demande ultérieure plus importante. Dans leurs études, les personnes étaient plus susceptibles d'accepter de participer à une longue enquête auprès des consommateurs impliquant une visite à domicile si elles avaient d'abord participé à une enquête téléphonique beaucoup plus courte. Ainsi, on peut dire que le demandeur met le pied dans la porte. Les explications théoriques de cet effet ont suggéré que nous considérons comme cohérent et qu'après avoir accepté une demande, nous ne voulons pas perturber l'image que nous avons de nous-mêmes comme étant le genre de personne serviable qui accepte de telles demandes. En revanche, Cialdini, en 1975, a montré qu'une demande initiale plus importante peut aussi fonctionner efficacement pour susciter le respect d'une demande ultérieure plus modeste. Lorsque la demande initiale est rejetée, il est plus probable que les participants perçoivent la demande suivante comme une concession et l'acceptent. Cialdini a demandé aux participants s'ils étaient prêts à donner 2 heures de leur temps pour une sortie unique au zoo avec un groupe de jeunes délinquants et a constaté que moins de 20% des participants étaient d'accord. Toutefois, lorsque la demande faisait suite à une demande précédente, beaucoup plus onéreuse, de passer 2 heures par semaine pendant 2 ans à travailler avec de jeunes délinquants, le taux d'acceptation de la demande la plus modeste est passé à 50%. Des études classiques comme celle-ci ont donné lieu à une tradition de recherche examinant les variables qui affectent la conformité. Les résultats de ces études ont été appliqués à toute une série de contextes, du monde des affaires, par Cialdini en 2009, ou au monde militaire, par King, aussi en 2009. Le prochain terme, conformité. L'intérêt pour la conformité remonte souvent aux études de Sheriff en 1966-1936, sur la formation des normes de groupe. Il est toutefois intéressant de noter que Sheriff lui-même a rejeté la tendance à considérer ces études comme ayant démontré la conformité. Il suggère plutôt qu'elles nous renseignent sur la manière dont les gens parviennent à un consensus face à des informations ambiguës. Sheriff a utilisé une illusion visuelle appelée l'effet autocinétique, dans laquelle un point lumineux semble se déplacer dans une pièce sombre malgré le fait que la lumière reste stationnaire. Il a demandé à des personnes d'estimer la distance à laquelle la lumière s'était déplacée et a constaté que lorsque les personnes étaient testées individuellement,
leur estimation différait considérablement. Cependant, lorsqu'elles étaient ensuite testées en groupe, les estimations de ces mêmes personnes convergeaient autour d'une norme de groupe. De même, lorsque les personnes étaient d'abord testées en groupe, leur estimation convergeait dès le début de la série d'essais. Et le consensus s'est maintenu lorsqu'ils ont ensuite testé individuellement. Contrairement à Sheriff, qui a délibérément cherché à créer une situation ambiguë pour voir comment les gens réagiraient, H, en 1956, a créé une situation dans laquelle il était clair qu'il y avait une bonne et une mauvaise réponse. Il a utilisé des stimuli perceptifs simples consistant à des dessins de 3 lignes de longueur différentes. La tâche des participants, apparemment simple, consistait à identifier laquelle des lignes A, B et C était de la même longueur que la ligne cible et effectivement, H a mis en place des conditions de contrôle dans lesquelles les participants effectuaient la tâche seuls et a constaté que pratiquement personne ne faisait jamais l'erreur. Cependant, les conditions expérimentales d'H comportaient des groupes de confédérés qui avaient pour instruction de donner la mauvaise réponse. Lorsque des participants naïfs ont dû donner leur réponse après que plusieurs confédérés aient donné une réponse manifestement fausse, beaucoup se sont conformés et ont également donné la mauvaise réponse. Cependant, les choses sont un peu plus compliquées qu'il n'y paraît. L'histoire standard des expériences d'H dans lesquelles les gens se conforment au groupe n'est en fait pas tout à fait correcte. Il est certain qu'une majorité de participants s'est conformée au moins une fois à une série d'essais. Mais l'ensemble des essais, la réponse la plus fréquente était de rester indépendant et de donner la bonne réponse. Les choses sont clairement plus complexes que ne le paraissent parfois, et il a été suggéré que le fait de donner de mauvaises réponses était un moyen de renforcer la solidarité au sein du groupe. De sorte que lorsqu'il était en désaccord, les participants le faisaient à partir d'une base d'accord. En effet, H lui-même considérait que ses études nous en disaient autant sur la résistance que sur la conformité. Il est indûment restrictif de mettre l'accent sur la soumission en négligeant les pouvoirs non négligeables dont les personnes font preuve à l'occasion pour agir selon leurs convictions et s'élever au-dessus de la passion du groupe. Le prochain terme, obéissance. L'obéissance est le plus étroitement associé à la série d'études influentes, mais controversées menées par Stanley Milgram au début des années 1960. La variante la plus connue des expériences de Milgram consistait à faire jouer à un participant naïf le rôle du professeur, auprès d'un confrère jouant le rôle de l'apprenant. Dans ce que le participant croyait être une expérience de mémoire, chaque fois que l'apprenant, qui se trouvait dans une pièce adjacente, répondait incorrectement à une question, la tâche du participant consistait à lui administrer un choc électrique. Les chocs augmentaient par tranche de 15 volts à chaque mauvaise réponse jusqu'à un maximum de 450 volts. Au fur et à mesure que les chocs augmentaient, on pouvait entendre l'apprenant glapir puis protester, demander qu'on le laisse sortir, hurler dans une apparente agonie et enfin devenir sinistrement silencieux. Chaque fois que le participant hésitait ou refusait de continuer, l'expérimentateur pouvait utiliser l'un des 4 aiguillons préparés à l'avance, à utiliser dans l'ordre et à recommencer pour chaque tentative de défiance, conçue pour obtenir l'obéissance. L'expérimentateur disposait également de 2 aiguillons spéciaux qu'il pouvait utiliser en fonction de la situation. Bien que les chocs puissent être douloureux, il n'y a pas de dommages permanents au tissu, alors continuez. Ou bien, que l'apprenant le veuille ou non, vous devez continuer jusqu'à ce qu'il ait appris correctement toutes les paires de mots. Continuez s'il vous plaît. Dans les versions de l'expérience utilisant cette procédure, les phrases que je viens de dire juste avant sont les procédures. Les niveaux d'obéissance se situaient entre 47,5% et 65%. Dans le cas de l'expérience de Milgram, l'obéissance était opérationnalisée par l'administration du dernier choc de l'échelle.
Les expériences de Milgram ont fait l'objet de critiques constantes concernant les problèmes éthiques inhérents au fait de tromper une personne pour qu'elle participe à une expérience potentiellement très stressante. Et leurs résultats ont fait l'objet de critiques méthodologiques pour un certain nombre de raisons. Cependant, ces expériences ont eu une influence considérable, peut-être plus que toutes les études de psychologie sociale, et continuent d'être citées dans des débats sur des phénomènes aussi variés que l'éthique dans les affaires. Ces dernières années ont également été marquées par de nouvelles tentatives d'études empiriques des phénomènes que Milgram cherchait à explorer, que ce soit sous la forme de réplication ou de variation du paradigme expérimental de Milgram. Le prochain terme, critique. Pour les besoins actuels, on peut dire que les critiques des travaux sur l'influence sociale concernent trois grandes questions. Le biais de conformité, le biais individualiste et les limites de l'expérimentation. Il convient toutefois de noter que ces trois domaines de critique se regroupent à de nombreux égards. Le prochain terme, le biais de confirmation. Serge Moscovici, en 1976, est l'un des premiers à avoir critiqué la recherche sur l'influence sociale. Moscovici était soucieux d'explorer comment les minorités peuvent servir de catalyseur au changement social. Il a constaté les travaux antérieurs au motif qu'il présentait ce qu'il a appelé un biais de conformité. En raison de ce biais, selon Moscovici, les chercheurs s'étaient concentrés sur l'identification de la manière dont les individus pouvaient être amenés à se conformer aux normes sociales au détriment de l'étude de la manière dont le changement social se produit. Cette critique peut être comprise comme faisant partie de la critique plus large de la psychologie sociale, qui a émergé en Europe dans les années 1970 et qui a cherché à rétablir la signification de l'action sociale afin d'explorer empiriquement l'influence des minorités. Moscovici et ses collègues ont utilisé un paradigme expérimental tout aussi également simple que celui d'Ash. Les participants devaient identifier la couleur de diapositives projetées sur un écran. Alors qu'Ash avait employé des confédérés pour jouer le rôle d'une majorité qui donnait des réponses incorrectes dans une tâche perceptive, dans les études de Moscovici, les confédérés étaient en minorité. Les résultats suggéraient que lorsque la minorité maintenait une position cohérente, elle était capable d'avoir un effet modeste sur les réponses de la majorité. Les arguments de Moscovici mettent également en évidence la mesure dans laquelle les préjugés peuvent être intégrés dans la conception des études. Les héros de nombreuses expériences classiques sont des individus isolés qui résistent aux pressions sociales exercées par un groupe ou une figure d'autorité. Dans ces expériences, le monde social est par définition une source dangereuse d'erreurs irrationnelles et de comportements immoraux. En concevant ces expériences, les chercheurs ne semblent pas avoir envisagé la possibilité que les groupes puissent avoir des effets positifs. À cet égard, on peut considérer que la recherche sur l'influence sociale est biaisée en faveur de l'individualisme. Le prochain terme, biais individualiste. Comme l'ont fait valoir Reicher et Ashlam en 2006, la plupart des travaux classiques sur les groupes en psychologie sociale partent du principe que le comportement individuel peut être rationnel et moral, mais que les individus risquent d'être dévoyés par l'irrationalité et l'immoralité du groupe. Cette hypothèse est particulièrement évidente dans le concept de désindividuation défini par Festinger en 1956, comme un état survenant lorsque les individus ne sont pas vus ou ne sont pas pris en compte en tant qu'individus. Les membres du groupe n'ont pas l'impression de se distinguer en tant qu'individus. Les autres n'attirent pas l'attention sur une personne et celle-ci n'attire pas l'attention sur les autres. Le concept a été élaboré par Zimbardo en 1969, qui, dans une sorte d'épanchement rhétorique, l'a expliqué comme suit. Mythiquement, la désindividualisation est la force vitale sans âge, le cycle de la nature, les liens du sang, la tribu, le principe féminin, l'irrationnel, l'impulsif, le cœur anonyme, les furies vengeresses. Être singulier, se distinguer des autres hommes, aspirer à la divinité, honorer les contrats sociaux et les engagements pris par les hommes au-dessus des liens familiaux,
c'est être individué. Cependant, l'hypothèse selon laquelle l'individu était, par définition, plus rationnel et moral que le collectif, a été remise en question par les travaux influents d'Henri Tajfel et de ses collègues. Tajfel et Turner en 1979 qui, en développant ce qui est devenu la théorie de l'identité sociale, ont soutenu que le comportement de groupe devait être théorisé comme étant significatif et rationnel. Les implications de la perspective de l'identité sociale pour l'influence sociale ont été étudiées de manière approfondie par John Turner en 1991. Il est important de noter que pour les théoriciens de l'identité sociale et de l'autocatégorisation, notre identité ne se perd pas dans le groupe, mais nous passons plutôt d'une identité personnelle à une identité sociale. Dans les situations où nous nous voyons en termes d'identité sociale, nous sommes plus susceptibles de nous comporter d'une manière conforme aux normes de ce groupe. Si les normes du groupe sont antisociales, notre comportement sera probablement aussi antisocial. En revanche, si les normes sont prosociales, nous serons plus susceptibles de nous comporter de manière prosociale. Étude menée par Postmes et Spears en 1998. L'influence du groupe n'est donc pas par définition négative, mais peut être aussi positive. De nombreuses études ont démontré ces processus, mais pour les besoins actuels, un seul exemple doit suffire. À bien des égards, le comportement de foule a longtemps servi d'exemple canonique pour des effets délétères du collectif sur le comportement individuel. Du traité classique de Lebon en 1895 sur la foule aux paniques morales, plus récente concernant les foules violentes de football et les émeutes, dans plusieurs villes anglaises de l'été 2011. Reicher et Stott, en 2011, le bon sens populaire et académique regorge d'histoires effrayantes sur l'irrationalité et le danger de la foule. En effet, même le journal libéral Observé a cherché à expliquer les émeutes de 2011 en invitant un épidémiologiste à élucider comment les comportements désordonnés se propagent comme une maladie contagieuse dans une foule. Étude menée par Slutkin en 2011. Cependant, la recherche sur le comportement des foules dans la tradition de l'identité sociale a constamment contesté ce modèle de contagion du comportement des foules. Dans son étude classique d'une émeute dans le quartier de Saint-Paul à Bristol en 1980, Reicher en 1984 a démontré que le comportement de la foule impliquait en fait l'adhésion à des normes sociales plutôt qu'un chaos aveugle. Par exemple, Reicher a noté comment les cibles de la colère de la foule étaient le symbole du pouvoir financier et de l'autorité de l'État tels que les banques et la police. Lorsqu'un membre de la foule a jeté une brique sur un bus, un service public est un symbole de ressources partagées. Les autres membres de la foule n'ont pas suivi, un comportement qui contredit clairement l'idée de contagion comportementale. Selon Reicher, le comportement des foules n'a pas de sens qu'en tant que comportement intergroupe et par rapport au contexte social plus large dans lequel il se produit. Le prochain terme, discours, rhétorique et influence sociale. L'agenda de la recherche de la psychologie discursive a été façonné par deux grands objectifs. L'exploration du thésaurus psychologique et la respécification des concepts psychologiques fondamentaux. L'exploration de l'utilisation pratique du thésaurus psychologique a impliqué l'analyse de ce que les locuteurs réalisent par l'utilisation de termes psychologiques. Par exemple, les chercheurs peuvent rechercher des termes émotionnels et examiner comment des termes tels que chagrin ou jalousie sont utilisés dans les interactions. La respécification, quant à elle, implique une évaluation critique de la signification traditionnelle d'un concept psychologique en référence à la manière dont il se manifeste dans le discours. Par exemple, une attitude peut être traditionnellement définie
comme une position évaluative singulière sur une question particulière. Un chercheur peut chercher des descriptions de positions évaluatives dans le discours pour voir si celles-ci se font dans la parole comme elles sont décrites dans la théorie. Or, il semble que ce ne soit pas le cas, car les attitudes sont souvent couvertes, ce qui implique fréquemment la reconnaissance d'une position alternative. De manière encore plus problématique, la variabilité des déclarations évaluatives dans le discours souligne la difficulté de soutenir la notion d'une attitude cohérente et durable. En effet, d'autres actions sociales semblent être plus importantes que la cohérence dans le discours, comme sauver la face ou être poli. Cependant, en termes d'influence sociale, un défi unique se présente. Contrairement à des sujets tels que les attitudes, les scripts ou les émotions, le sujet de l'influence sociale reflète un processus. En d'autres termes, dans la psychologie sociale traditionnelle, elle est conceptualisée comme un changement d'état. Les croyances et/ou les comportements d'une personne sont en quelque sorte modifiés par une intervention d'une ou plusieurs autres personnes. La situation se complique encore lorsque nous tentons de différencier l'influence sociale des autres formes de communication. Lorsque nous utilisons le discours, nous sommes engagés dans la création de sens, et il est donc possible de soutenir que tout implique une influence sociale. Ce problème est propre à l'influence sociale et signifie sans doute que la respécification discursive de l'influence sociale a été moins développée que d'autres concepts psychologiques fondamentaux. Cependant, certains chercheurs ont commencé à relever ce défi et nous allons maintenant explorer les progrès réalisés dans la respécification de l'influence sociale dans une perspective discursive. Bien, j'espère que vous avez apprécié notre échange de ce jour. Je vous donne le au revoir en espérant échanger avec vous de nouveau.